tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Eh bien, je poursuis mes vidéos sur l'UE28 processus obstructif et aujourd'hui, il va être question d'OAP. Donc, bon visionnage des questions et je vous rejoins dans quelques minutes pour la correction. Voyons la correction de ce questionnaire donc sur l'OAP. Donc la première question, il s'agissait de dessiner et d'annoter un schéma simplifié du cœur en distinguant les côtés droit et gauche, en identifiant les différentes valvules et en précisant le sens de la circulation. Bon, je vous ai mis donc un schéma du cœur humain qui montre effectivement ses côtés droit et gauche et les différentes valvules avec le sens de circulation indiqué par les flèches. Donc un bon schéma vaut mieux que de multiples paroles. Question 2. Identifier et expliquer le système nerveux intrinsèque du cœur et indiquer les mécanismes d'adaptation. Là, c'était beaucoup moins simple. Le système intrinsèque, c'est le système nerveux situé dans les parois du cœur qui est constitué des cellules nodales. C'est le fameux tissu nodal qui joue donc un rôle dans l'automatisme cardiaque. Alors, il y a 4 éléments dans ce tissu nodal où se succède l'excitation électrique. Ça passe d'abord par le nœud sinusal, les fameux nœuds de Kesselflack dans la paroi de l'atrium. Ensuite, le nœud atrioventriculaire, le nœud d'Aschoff-Tavara, qui est dans la cloison interatriale. Et ensuite, le réseau de Purkinje, qui est dans la paroi des ventricules. Ensuite, nous avons le système extrinsèque. Et là, il s'agit du système nerveux végétatif qui intervient uniquement pour modifier l'activité cardiaque et l'adapter à l'action de l'organisme. Alors, on a d'un côté le système sympathique et de l'autre le parasympathique. Alors, le système sympathique, il est composé de récepteurs adrénergiques, bêta 1 et bêta 2, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à l'adrénaline et à la noradrénaline. Son rôle, c'est d'augmenter la contractilité cardiaque, c'est ce qu'on appelle l'effet inotrope positif, d'augmenter la fréquence cardiaque, ça c'est l'effet chronotrope positif, d'augmenter la vitesse de conduction atrioventriculaire, et là c'est l'effet dromotrope positif, et d'augmenter l'excitabilité ventriculaire, c'est l'effet batmotrope positif. Donc le système sympathique augmente, il accélère. Ensuite, nous avons le système parasympathique avec les récepteurs muscariniques 2, M2, qui sont sensibles à l'acétylcholine. Et ce système parasympathique, lui, a tendance à diminuer, ralentir. Donc, il va diminuer la contractilité cardiaque avec un effet inotrope négatif, diminuer la fréquence cardiaque avec un effet donc chronotrope négatif, diminuer la vitesse de conduction atrioventriculaire, donc un effet dromotrope négatif, et diminuer l'excitabilité ventriculaire, c'est-à-dire un effet batmotrope négatif. Alors je reviens un peu sur le parcours de l'influx électrique. On a d'abord donc l'activation du nœud sinusal et la naissance de l'activité électrique qui arrive donc jusqu'à l'atrium droit et gauche, atrium ou oreillette si vous préférez. Donc on a une contraction des oreillettes. Ensuite l'influx arrive au nœud atrioventriculaire, le fameux nœud d'Aschoff-Tavara, puis il descend dans le trou du faisceau de His. Ensuite, dans les branches de ce faisceau de His, on a une activation ventriculaire à partir du faisceau de Purkinje, avec donc une contraction des ventricules et ensuite un relâchement.
Question 3. Définir l'après et la post-charge. Alors, l'après-charge, c'est la quantité d'étirement pendant la diastole, lorsque les ventricules se remplissent de sang. En fait, c'est le volume des ventricules à la fin de la diastole. Et la post-charge, c'est la pression contre laquelle le cœur doit travailler pour éjecter le sang pendant la systole. C'est-à-dire que c'est la pression nécessaire pour ouvrir la valve aortique pour éjecter le sang du ventricule. Question 4. Définir l'insuffisance cardiaque globale. Eh bien, l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur à assurer le débit sanguin nécessaire aux besoins métaboliques et fonctionnels de l'organisme. Ça veut dire qu'on a une diminution du débit cardiaque. Question 5. Expliquer le mécanisme en précisant les manifestations cliniques d'une insuffisance ventriculaire gauche et droite. Alors, lorsqu'on a une diminution du débit cardiaque, on a une augmentation de la pré-charge et de la post-charge. Cette augmentation de la pré- et post-charge va entraîner une stimulation du système sympathique. Donc, on va avoir du coup une augmentation de la fréquence cardiaque, de la contractilité, de la résistance artériolaire. On va avoir une libération de catécholamine qui joue ce rôle dans l'augmentation de la fréquence, de la contractilité et de la pression artérielle. L'augmentation de la précharge et de la postcharge va aussi activer le système rénine-angiotensine-aldostérone. Et cette activation du système rénine-angiotensine-aldostérone va d'une part entraîner une rétention hydrosodée d'un côté et de l'autre va entraîner une augmentation de la résistance artériolaire périphérique. Alors, la rétention hydrosodée, elle va entraîner l'augmentation de la pression, du remplissage du ventricule et un maintien de la pression artérielle. Elle va aussi augmenter la pression ventriculaire gauche. Et cette augmentation de la pression ventriculaire gauche entraîne aussi une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche. Et du coup, une augmentation de cette pression dans les capillaires pulmonaires, ce qui va entraîner donc des œdèmes et le fameux OAP. On est donc là dans une insuffisance cardiaque gauche. La rétention hydrosodée, elle entraîne aussi l'augmentation de pression dans le système veineux périphérique. Donc on va avoir des œdèmes des membres inférieurs et également une hépatomégalie. L'augmentation de résistance artériolaire périphérique, elle entraîne une gêne à l'éjection ventriculaire et donc du coup on a une diminution du débit cardiaque. Alors, cette diminution du débit cardiaque, elle peut avoir plusieurs causes. On peut avoir un obstacle à l'éjection, ça va être le cas lorsqu'on a une hypertension ou une valvulopathie sténosante. Ça va aussi être le cas quand on a une altération de la contraction myocardique du fait d'une insuffisance coronarienne ou de valvulopathie fuyante ou de troubles du rythme. Et là, ce sont des causes d'insuffisance cardiaque gauche. Mais il peut y avoir aussi d'autres causes, qui sont par exemple les causes pleuropulmonaires, comme une hypertension artérielle pulmonaire primitive, une HTAP primitive, un cœur pulmonaire chronique ou un cœur pulmonaire aigu. Il y a aussi donc des causes cardiaques, comme l'insuffisance coronarienne, l'insuffisance cardiaque gauche évoluée, les péricardites, les cardiopathies congénitales ou encore les insuffisances tricuspidiennes organiques. Et là, ce sont des causes d'insuffisance cardiaque droite. Donc, dans l'insuffisance cardiaque gauche, on a une augmentation de la pression ventriculaire gauche qui entraîne une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche, puis une augmentation de la pression veineuse périphérique, ce qui entraîne une augmentation de pression dans les capillaires pulmonaires et une irruption de plasma dans les alvéoles pulmonaires par transsudation. On a également une diminution de la fraction d'éjection qui entraîne une hypoperfusion des tissus. Alors, l'insuffisance cardiaque gauche, elle va se caractériser par une dyspnée d'effort ou décubitus qui peut être paroxystique ou nocturne ou de repos. On va aussi avoir une toux, des insomnies, une asthénie, une tachycardie, une polypnée. On peut avoir une pression artérielle normale ou basse et des épanchements pleuraux. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque droite, on a une
augmentation de la pression dans le ventricule droit, qui va entraîner une augmentation de pression dans l'oreillette droite, puis une augmentation de la pression veineuse centrale et une augmentation de la circulation veineuse systémique. Et dans le cadre d'une insuffisance cardiaque droite, on retrouve une hépatalgie, une dyspnée d'effort, selon l'étiologie, une asthénie, une hépatomégalie, une turgescence des veines jugulaires, des œdèmes des membres inférieurs et une tachycardie. Alors, il ne faut pas oublier que le plus souvent, l'insuffisance cardiaque droite fait suite à une insuffisance cardiaque gauche négligée. Et en fait, on va généralement avoir une insuffisance cardiaque globale. Et dans le cas où cette insuffisance cardiaque droite fait suite à une insuffisance cardiaque gauche négligée, eh bien, les manifestations sont associées, mais par contre, l'étiologie va être celle de l'insuffisance cardiaque gauche. L'insuffisance cardiaque droite, elle est rarement isolée. Mais quand c'est le cas, eh bien, elle se traduit alors par la stase du retour veineux dans les territoires drainés par les veines caves inférieures et supérieures, c'est-à-dire le foie, les reins et les membres inférieurs. D'où l'hépatomégalie, les œdèmes des membres inférieurs. Question 6. Définir l'œdème aigu du poumon et repérer les manifestations cliniques signant une urgence médicale. Donc, l'œdème aigu du poumon, plus connu sous le nom d'OAP, c'est l'inondation brutale des alvéoles pulmonaires par transsudation plasmatique résultant d'une augmentation de la pression dans les capillaires pulmonaires. Et cette inondation des alvéoles entraîne une asphyxie. C'est la forme aiguë d'un tableau d'insuffisance cardiaque gauche. Donc, cliniquement, comment ça se manifeste? Eh bien, on a un début brutal, souvent nocturne, avec un tableau d'asphyxie aiguë, donc une dyspnée qui est liée à l'hypoxie, qui peut être soit une polypnée, soit une orthopnée. On va avoir un grésillement laryngé, avec une toux quinteuse, sèche, puis des expectorations abondantes, mousseuses, saumonées, caractéristiques de l'OAP, et une détresse respiratoire avec sueur, cyanose et angoisse. À l'examen, eh bien, vont être retrouvés des râles crépitants, l'auscultation, une tachycardie. Au niveau de la tension artérielle, on a un pincement de la déférentielle. Et en revanche, le patient est généralement apyrétique, sauf si il y a une surinfection bronchique. Question 7. Énoncer les buts et les surveillances des traitements, tonique cardiaque, vasodilatateur, diurétique et l'oxygénothérapie. Donc, dans l'OAP, on a classiquement différents traitements, c'est pour ça qu'on en parle à ce moment-là. On a l'oxygénothérapie, oui, pour corriger l'hypoxie. Et avec l'oxygénothérapie, on a également une position demi-assise, voire assise, si on a une orthopnée. Ensuite, il y a les diurétiques pour favoriser la baisse de la volémie et également un régime hyposodé. On va avoir souvent des dérivés nitrés, mais en tout cas des vasodilatateurs, pour s'opposer à la vasoconstriction veineuse et artérielle et ainsi améliorer la pré-charge et la post-charge. La vasodilatation va permettre une meilleure oxygénation myocardique et améliorer la contractilité. Ensuite, on va avoir des toniques cardiaques, dont le but est d'augmenter la tonicité et le débit cardiaque. Il ne faut pas oublier que les toniques cardiaques, dont le plus connu est la digitaline, renforce, régularise et ralentit. Ensuite, il ne faut pas oublier que généralement, on met une voie d'abord avec des électrolytes et surtout, dans le traitement de l'OAP, il y a la correction du facteur déclenchant. Question 8. Donc, on arrive au processus de soins auprès de la personne soignée. Et on va voir comment atteindre les différents objectifs un par un. Donc, tout d'abord, un des premiers objectifs, c'est de diminuer le retour veineux, de soulager le travail du ventricule gauche et d'améliorer le fonctionnement et le volume d'éjection du ventricule gauche et aussi, bien sûr, de participer à l'élaboration du diagnostic. Donc, on a vu que dans l'OAP, il y avait une augmentation de la pression au niveau des capillaires pulmonaires due à une défaillance du cœur gauche qui se manifeste par des expectorations rosées, mousseuses, une cardiomégalie, une baisse du débit cardiaque. Donc, pour atteindre les objectifs qui sont notés dans la case en jaune, on va commencer par administrer le diurétique, le plus souvent c'est du Lasix, et le vasodilatateur, qui est souvent un dérivé nitré type Résordan, sur prescription médicale, ainsi que le régime sans sel pour diminuer le retour veineux
Et on va surveiller l'efficacité, en surveillant la durée, en faisant un bilan d'entrée-sortie, éventuellement la pose d'une sonde vésicale. On va également surveiller s'il y a une amélioration des symptômes avec une diminution de la polypnée, une surveillance donc de la perfusion. Et on va également surveiller l'innocuité, c'est-à-dire qu'on va surveiller la tension artérielle à la recherche d'une hypotension. On va surveiller s'il n'y a pas de céphalée, si par exemple on a une trinitrine qui est prescrite comme vasodilatateur. Et puis il va y avoir aussi des ionos réalisés pour dépister une hypokaliémie suite à la prescription de l'Azilix. Il va falloir respecter le repos au lit pour soulager le travail du ventricule gauche. Ensuite, il va falloir administrer le tonique cardiaque, qui est généralement donc un digitalique, type digoxine, pour améliorer le fonctionnement et le volume d'éjection systolique du ventricule gauche. Et on va surveiller l'efficacité de ce traitement, avec notamment la disparition des signes de dyspnée et son innocuité, en surveillant le pouls, la recherche d'effets indésirables d'un digitalique, qui pourrait être donc une bradycardie ou des signes digestifs. Je rappelle que les signes de surdosage en digitalique, c'est une bradycardie importante et des signes digestifs type nausées, vomissements. Ensuite vont être réalisés les prélèvements et les examens complémentaires. Donc ce sont souvent des patients qu'on va mettre sous Dynamap, qu'on va mettre sous scope, pour lequel va être programmée une échographie et un cathétérisme avec un bilan pré-interventionnel. Le deuxième objectif, c'est de pallier le problème respiratoire et de prévenir tout risque de suffocation, puisque dans l'OAP, on a une perturbation des échanges gazeux, avec un risque donc de suffocation qui est lié à l'inondation des alvéoles pulmonaires, qui se manifeste par une hypoxie, plus ou moins une hypercapnie, une tachycardie de compensation. Donc, pour pallier ce problème, on va mettre le patient en position demi-assise ou assise. Ensuite, ce patient sera au repos strict au lit. Et bien entendu, on va le mettre sous oxygène, au masque. Donc ça veut dire qu'il va falloir respecter le confort, avoir un tuyau assez long, attention au positionnement, au débit correct, à l'humidification, à l'intégrité du circuit, etc. On va surveiller la diminution de la polypnée et des signes de détresse respiratoire. Ça veut dire qu'on va surveiller la fréquence respiratoire avec son rythme, son amplitude. On va surveiller le faciès, la coloration des téguments et la disparition des speurs. On va aussi surveiller d'éventuels signes de choc, comme des troubles de la conscience, une bradypnée, des marbrures, une chute de tension ou un pouffinant. À ce patient, on va lui poser un saturomètre. On va aussi régler les alarmes du scope, c'est mieux. Une gazométrie va être réalisée sur prescription médicale. Alors, à ce patient, on va aussi lui donner un crachoir. On va lui mettre un crachoir à disposition. Peut-être qu'il aura besoin aussi d'aspiration trachéale. Il va avoir à passer une radio pulmonaire. Toujours aussi, bien entendu, avoir un chariot d'urgence à disposition. On ne sait jamais. Et ce patient, eh bien, on lui aura posé aussi une voie d'abord veineuse de gros calibre pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. Autre objectif à atteindre, c'est de pallier l'anxiété et de favoriser une atmosphère sécurisante à ce patient. Ce sont des patients qui sont très très souvent anxieux, donc ça veut dire que on va miser donc sur l'accueil, sur l'information, et donc on va mettre en place des actions nécessaires et la surveillance nécessaire, et surtout avoir une attitude rassurante pour ce patient. L'objectif suivant, ça va être de pallier la dépendance, de prévenir et dépister des risques liés au décubitus, comme les risques thromboemboliques ou les risques liés à l'élimination et à l'atteinte des téguments, parce que ce patient, eh bien, il a une altération de mobilité physique liée au repos, il est au repos strict, et favorisé aussi par l'asthénie. Ce patient est dépendant. Donc, ça veut dire que à ce patient, eh bien, il va falloir faire des soins d'hygiène et de confort, l'aider à la toilette, à l'habillage. Il va falloir lui mettre à disposition le matériel nécessaire, son téléphone, la télécommande de la télé, la carafe d'eau, le bassin ou l'urinal, etc. Et puis, par rapport au risque de décubitus, eh bien, c'est un patient qui va être mis sous anticoagulant. Donc, il va falloir surveiller l'efficacité et l'innocuité de ce traitement. Il y a un risque de constipation. Donc, on va surveiller son transit. On va lui donner une alimentation riche en fibres. On va bien l'hydrater. Il y a aussi un risque d'atteinte cutanée. Donc, on va surveiller les points d'appui et privilégier donc des soins de confort. Alors, on a aussi un risque infectieux iatrogène
qui peut être donc lié aux différents matériels invasifs. On a vu que généralement on posait une voie d'abord, donc il y a une perf. Il peut aussi y avoir une sonde vésicale. Donc ça veut dire qu'on va prévenir et dépister tout risque infectieux en surveillant la température, en surveillant le point de ponction de la perf, en surveillant aussi la sonde vésicale. Ça veut dire aussi que lors de la pose de la sonde vésicale, on va avoir respecté les règles d'hygiène et d'asepsie. Enfin, chez un patient qui a présenté un OAP, il y a un risque de récidive vers J2 ou J3 qui est favorisé par la prise en charge le plus souvent inefficace du programme thérapeutique qu'on n'évoque pas en phase aiguë, parce que ce n'est pas le moment où on fait de l'éducation, ou carrément la non-observance. Le plus souvent, c'est la non-observance du régime sans sel. Donc, ce dernier objectif, c'est de prévenir le risque de récidive et de pallier tout manque d'information sur le programme thérapeutique, qu'il s'agisse du traitement ou du régime. Donc, on va mettre en place à terme, donc évidemment pas en phase aiguë, mais on va mettre en place une démarche éducative. On va faire un bilan des connaissances sur le régime sans sel. On va faire intervenir la diététicienne et on fera le point sur le suivi du traitement et le suivi médical. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo consacrée à l'UE28 et un autre questionnaire. À bientôt!